calmé parce qu'en fait, j'avais fait un projet qui était de faire Milan, Amsterdam à vélo. Ouais. Et en fait, la Suisse m'a vraiment brisé les genoux en deux. Ah, C'est-à-dire que j'avais ouais. des grosses douleurs qui faisaient que je pouvais même plus appuyer sur la pédale. Du coup, je me suis calmé, j'ai fini en bus. Ok. Mais voilà pour les petits détails. Ok, bah écoute, trop bien. Moi, j'ai eu. Vas-y, dis-moi. Non, bah, enfin, du coup, Non, non, mais on va- j'allais te parler des problèmes de genoux. Mais là, on commence à rentrer dans le sujet. Du coup, je sais pas si tu as peut-être d'autres questions préliminaires avant que je rentre tout de suite dans le. c'est ça, c'est ça. Bah alors, ça fait partie des. Je t'avoue que ça fait partie des questions. Ça va venir, on va y venir, t'inquiète pas. Donc, on va commencer. Donc, déjà, ça commence avec euh, une mauvaise interprétation. Comme ton compte Instagram, c'était quelque chose comme Stan quelque chose. C'est... Ouais, Bikepacking Stan, ouais. Ouais, voilà. J'ai cru que tu t'appelais Stan et non pas Paul. Voilà. Ah non, 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 je m'appelle Paul, ouais. Bikepacking Stan, en fait, c'était un petit jeu de mots pour faire comme si avec les pays en stan, quoi. C'est le pays. En gros, Stan, ça veut dire pays. Enfin, comme England, tu vois, ça veut dire land en anglais. Ok. Et du coup, c'était un petit jeu de mots comme ça, aussi simple que ça, en fait. D'accord, ok. Mais alors, du coup, bah, je te laisse te présenter, commencer d'où tu viens, tout ça. Bah écoute, moi je viens de Lyon. J'ai passé toute ma vie à Lyon jusqu'à mon bac. Ouais. Et après, je suis parti en Angleterre pendant 4 ans où j'ai fait un bachelor en commerce, Ok. en business, bachelor in business. Et après, j'ai bossé pendant 1 an. Après mon bachelor de 4 ans, j'ai bossé pendant 1 an à Paris, en 2020-2021. Et là, du coup, suite à cette année de boulot, bah, du coup, ça m'a permis d'économiser parce que, bah, voilà, j'ai pu économiser de l'argent en bossant 1 an. Et du coup, je suis parti faire ce voyage, après avoir quitté mon job, là, pendant 1 an. Donc, je bossais dans un family office. C'est un métier d'investissement dans la finance. Ok. Et voilà. Et du coup, je suis parti en janvier 2022, 6 mois après avoir arrêté mon job. Là, j'ai fait quelques trucs entre temps, dont j'ai bossé dans une asso, je suis parti au Maroc, etc. Et puis je suis parti en janvier en vélo, jusqu'en juin. Et puis maintenant, bah, je suis rentré. Puis maintenant, je viens de commencer un master en finance à l'ESCP. Ok. Du coup, j'ai repris les études 2 ans plus tard. Et puis voilà. Et puis là, je postule pour du boulot à Londres pour l'année prochaine. Ok. Voilà. Donc, ça te fait quel âge Voilà. tout ça, à peu près? Et j'ai 24 ans. 24 ans, 25 ans dans, je veux te dire, 5 jours. Attends, dans 5 jours, c'est le 30 octobre? 6 jours, 31. 31. Ok, Ouais. ok. Ah, c'est marrant parce que moi, du coup, c'est dans 4 jours, vu que c'est le 29. Ah, Ouais. Et pour le coup, d'accord. je vais avoir 23 ans, moi, me concernant. 23, ok. Voilà, voilà. Donc en gros, voilà. Du coup, la description du projet, si j'ai bien compris, c'était faire Paris-Pékin à vélo. Déjà, comment l'idée t'est venue de faire ça? Alors après, ouais, le vélo, moi, l'histoire du vélo, enfin, mon histoire du vélo, c'est littéralement aucune histoire, quoi. Enfin, j'ai littéralement jamais fait de vélo D'accord. avant de partir pour ce voyage. Ma connaissance du vélo, c'était un, un vélo pourri dans Paris pour me déplacer allez, je faisais 4 km par jour, quoi, pour aller au taf, quoi. Ok. Et Ouais, bah oui. autant dire, n'importe qui fait ça, quoi. Oui. Et j'ai même des Vélib, quoi. Mon utilisation du vélo, c'était le Vélib. J'avais fait une sortie avec mon oncle en 2018. On avait fait genre 40 bornes, tu vois, en une journée. Ça t'avait coupé en deux. Enfin, en une après-midi, ouais. Enfin voilà. Du coup, j'avais littéralement jamais fait de vélo. Ok. Et puis en fait, j'ai été inspiré à la base. Vraiment, le début d'inspiration que j'ai eu, c'est un mec qui s'appelle Josh et qui a fait une vidéo sur YouTube qui a littéralement explosé, qui a maintenant 3 millions de vues. Ok. Moi, quand je l'avais vu, il y avait peut-être 100 000, 150 000, 200 000 vues, tu vois, un truc comme ça. Et là, j'ai vu récemment, elle en a 3 millions.
Et le gars, je pense qu'il a inspiré pas mal de mecs comme moi, tu vois, parce qu'il est parti tout seul de Shanghai, il est allé jusqu'à Newcastle en vélo avec un vélo ultra light, assez light. Moi, j'étais au final plus light que lui encore. Et du coup, voilà, j'ai été inspiré par ce mec. Et en fait, j'ai vraiment été inspiré par ces images de la route du Pamir, qui est la route la plus haute, la deuxième route la plus haute du monde dans le Tadjikistan. Et en gros, j'ai vu des images et j'étais là, mais waouh, c'est vraiment un truc de dingo. Il faut que j'aille là-bas, quoi. Okay. Et du coup, après, voilà, c'est un peu comme ça que c'est né. Puis voilà, j'ai commencé à en parler un peu. Je me suis dit que j'avais envie de faire ça. Et puis je cherchais un défi sportif, tout en conciliant défi sportif et voyage. Et après, il y avait évidemment un problème de budget. Et puis, je sais pas, je me suis dit que j'allais. Enfin, en l'occurrence, j'aurais pu détester, hein, mais je me suis dit que j'allais aimer le vélo. Puis j'ai adoré. Du coup, voilà, tout ça a fait que je suis parti début février 2022. Sans aucune expérience. Et du coup, au début, c'était un peu dur quand même. Ouais, j'imagine. Je me rappelle encore. Te demander pourquoi tu veux un pantalon, c'était pour ça. Donc on voyait que Ouais, voilà. tu cherchais des choses simples et efficaces, quoi. Ouais, le pantalon que j'ai mis, le seul pantalon en fait que j'avais à mettre quand je faisais pas de vélo, Ouais. que j'ai mis pendant 4 mois. Ok. Bah, et pour la petite anecdote, je l'ai jamais lavé. Super. Ah, bah, ça c'est les aléas du voyage, hein. L'expérience, c'est l'expérience qui parle. Ouais. Alors du coup, donc en fait à partir d'une vidéo en fait tout simplement. Ça t'est venu comme ça, tu t'es dit pourquoi pas. Ouais, vidéo YouTube. Je peux si tu tapes Josh Bivy sur Josh Bivy, ouais. Shanghai. En gros, le mec il est parti, il n'avait pas de tente. Il avait juste un bivy. Et moi, j'étais parti avec une tente. J'étais parti exactement avec le même setup que lui parce que vu que j'avais aucune expérience, j'étais parti en mode je vais faire comme lui, quoi. Je vais faire le même setup. À la base, je m'étais même dit que j'allais acheter le même vélo, sauf que c'était la crise des vélos, ça l'est encore d'ailleurs, quand je voulais acheter un vélo. Du coup, moi, j'ai acheté un vélo en Irlande, en Irlande, c'est bien ça, que je me suis fait livrer en France parce qu'en octobre, j'avais toujours pas de vélo. Et dans ma gamme de prix, il y avait aucun vélo disponible. Et j'ai eu un peu peur parce que voilà, sinon j'aurais pas pu partir. Du coup, j'ai été obligé de me faire livrer un vélo d'Irlande. Ça m'a coûté un peu plus cher que prévu pour la livraison. Ouais, j'imagine que c'est pas le vélo que tu achètes à Decathlon juste à côté, quoi. Ouais. J'avais un vélo, c'est le Cube New Road Pro. Il m'a coûté 1 100 €. Et en fait, dans cette gamme de prix, c'était exactement la gamme de prix la plus demandée. Et bon, j'ai envoyé des mails à littéralement tous les revendeurs de vélos de la place, jusqu'à envoyer des mails à des gars en Irlande. Et au final, ce mec en Irlande m'a répondu et j'ai dû payer 500 balles de livraison. Du coup, ça m'a revenu un peu plus cher, mais j'avais pas le choix, sinon je partais pas, quoi. Bah ouais. Non, justement, voilà. C'était une des questions, c'était quel vélo je sais pas, une question un peu technique, ce que j'avais vu aussi, tu avais des pneus, je crois que tu avais une seule, on va dire que c'est pour les connaisseurs, tu avais une seule crevaison en des milliers de kilomètres, je crois, un truc comme ça. Ouais, non, pas vrai. En fait, j'ai eu une première non, j'ai eu plus de crevaisons que ça, en fait. J'avais les pneus Schwalbe, là. Je sais pas trop comment tu prononces ce nom allemand bizarre. On va dire Schwalbe. Ouais, c'était des 40 mm, gravel, all road, là, le truc basique. D'accord. Et c'était des tubeless. Je les avais montés en tubeless parce que, pareil, j'avais vu que le fameux Josh Givy, il avait le truc tubeless. Je me suis dit, tu sais quoi, moi, vu le peu d'expérience que j'ai, je vais faire exactement comme lui. Du coup, je les ai montés en tubeless et j'ai eu ma première crevaison après Istanbul. Et j'avais évidemment jamais réparé un pneu tubeless. Du coup, là, j'ai sorti mon petit kit et puis j'étais sur le bord de la route. La première fois que je réparais un pneu. Et c'est excellent. J'ai tout fait sur le tas, quoi. J'ai tout appris sur le tas. Et en fait, après, j'ai eu une crevaison assez grosse qui m'a causé pas mal de problèmes. Parce qu'en fait, le pneu tubeless, bon, pour ceux qui voient pas trop comment ça marche, quand tu le répares, tu mets un espèce de caoutchouc via l'extérieur. T'as même pas besoin d'enlever d'enlever la roue de ton vélo. D'accord. Tu enfonces le caoutchouc avec avec un petit tournevis via l'extérieur du pneu. Et après, normalement, le caoutchouc reste et tu peux regonfler. Et puis voilà, ça répare ton trou comme ça. Le problème, c'est que quand t'as des gros trous, il faut mettre beaucoup de caoutchouc, disons. Et puis quand tu mets beaucoup de pression, parfois le caoutchouc, il a tendance à sortir, quoi. Ouais. Et du coup, il y avait une crevaison qui m'a causé pas mal de soucis. Dès que je mettais trop de pression dans le pneu, ça recassait, ça repétait, ça reperçait, quoi, disons.
Et non, en tout, des crevaisons, j'en ai eu peut-être 5, tu vois, en 12 000 bornes. Du coup, ça va, hein, c'est pas non plus énorme. Ouais, non, non, c'est vrai que c'est limité, hein, franchement. Parce que, Ouais. à parté, je sais, quand j'allais faire du VTT en Normandie, dans le coin, je faisais un tour de 10 km, mais que je faisais une crevaison à chaque sortie, quoi. C'était terrible. Ouais, voilà. Donc, bon, c'est Ouais. vrai qu'en 5 crevaisons pour 12 000 km, je pense que c'est un joli score. Et mentalement, ça joue parce que bon, t'es pas pressé, hein, mais Hmm. quand t'es fixé un objectif de la fin de journée et que t'arrêtes pas de crever, Ouais, puis tu t'arrêtes, tu vois, déjà que c'est fatigant, si en plus, tu vois, si tu peux mettre les problèmes techniques de côté, c'est pas mal, quoi. ouais, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, on va passer à la question suivante, c'était quelle étape était la plus éprouvante? L'étape la plus éprouvante, bon alors déjà, enfin, si je remets un peu dans le contexte, du coup, comme je te disais, j'avais pas fait de vélo avant. Du coup, au début, j'avais fait des moyennes, tu vois, le premier vrai jour de jeu vélo, j'ai fait 120 km, sauf qu'en fait, après, si j'étale sur la semaine entière, à la fin, à la fin de la première semaine, j'ai vraiment diminué en intensité parce que tu vois, j'ai commencé à 120 bornes par jour, sans aucun entraînement. Et en fait, au bout d'une semaine, j'avais les genoux, mais en compote. Je suis arrivé à Munich, je pouvais plus marcher, tu vois. Ouais, Du coup, je me suis posé chez un pote de ma sœur qui m'a gentiment permis de dormir chez lui. Je dormais par terre à côté de son lit dans un studio. Du coup, j'ai squatté 2 nuits et puis au bout d'un moment, j'étais là. Bon, je n'ai pas non plus trop abusé. Du coup, je suis reparti alors que j'avais déjà super mal aux genoux. Euh, et du coup, voilà. Et du coup, au début, tu vois, j'avais des moyennes aux alentours de 80 bornes, je dirais. ouais, Et à partir du moment où j'ai lâché du matos, parce que j'utilisais plus ma tente, elle me servait plus à rien, je l'utilisais plus. Il y avait pas mal de trucs qui, pareil, je trouvais qui étaient pas forcément très utiles. Et moi, j'étais vraiment dans un état d'esprit ultra light. Et du coup, bah voilà, c'est pour remettre dans le contexte. Du coup, à partir de l'Azerbaïdjan, je me suis délesté de pas mal de matériel. Du coup, j'étais plus aérodynamique, plus léger. Et puis, ça faisait déjà 1 mois et demi, presque 2 mois, tu vois, que j'étais sur la route. Du coup, ça y est, j'étais quand même là, j'étais entraîné, j'étais fit. Et du coup, je suis arrivé en Asie centrale. Et là, j'ai fait, tu vois, là, ça y est, j'ai commencé à tenir des moyennes de 200, 250 bandes par jour. c'est énorme. Et j'ai fait et du coup là là j'ai un peu j'ai vraiment step up, tu vois. Là j'ai commencé à vraiment rouler vite. Et je pense que la première étape vraiment je dirais j'ai 2 jours je me rappellerai vraiment. Et le premier, c'est la première journée en Asie centrale. J'arrive à Aktau, c'est une ville sur la côte de la mer Caspienne au Kazakhstan. Là, je sors de l'aéroport parce que je pouvais pas prendre le ferry à cause du Covid. Du coup, j'ai pris un avion malheureusement. Et là, je sors de l'aéroport, je dors dans la rue, littéralement à la belle étoile devant l'aéroport. Au D'accord. petit matin, je me réveille et là, ce jour-là, j'ai fait 280 bornes et c'était. Enfin, tu m'aurais dit au début de mon voyage que j'allais faire une journée comme ça, je t'aurais pas cru, tu vois. Et en gros, le truc, c'est que j'avais plus de réchaud, plus rien pour me faire à bouffer. Et du coup, j'étais obligé de trouver un restaurant le soir. Et là-bas, t'avais des portions de 150 km sans resto, sans rien. Et du coup, il fallait un minimum calculer. Et du coup, bah, je m'étais dit, bah, on verra jusqu'où je vais aujourd'hui. J'avais un petit vent dans le dos et tout. Et au bout de 240 bornes, je comptais m'arrêter dans un resto que j'avais spoté sur la map. Et il faisait nuit, ça y est, il faisait déjà nuit. Et là, resto fermé. Et du coup, bah, je parle à un camionneur sur le bord de la route qui m'écrit dans le sable le chiffre 40. Dit t'inquiète, dans 40 km, t'as un petit village. Et du coup, voilà, et du coup, j'ai dû continuer de nuit. Et là, là, je me suis dépassé pas mal, tu vois, déjà. Là, de nuit, je suis arrivé à minuit dans le village. J'ai trouvé un supermarché, enfin, un mini market qui tenu par des enfants qui m'ont vendu du coca et des biscuits parce qu'il y avait rien à manger, tu vois. Et là, tu vois, ouais, ça, c'est une journée assez éprouvante, mais bizarrement, c'est les journées les plus éprouvantes dont tu te rappelles le plus, quoi. Ouais, oui, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Ok, alors, autre partie de la question, en termes d'étapes, la plus belle étape que tu faite? C'est celle où tu t'es dit, waouh, Ouais. c'est vraiment Bah, une du coup, claque. j'allais justement lier ça à la deuxième journée qui m'a marqué et qui était assez éprouvante. Moi, je pense qu'en fait, les journées les plus éprouvantes ont été les journées les plus belles. D'accord. Je me suis rendu compte de ça. Bon, c'est peut-être un truc un peu de sadomaso, hein. Et puis, de toute façon, quand tu fais ça, c'est un peu un truc bizarre quand même. Peut-être tu passes 12 heures par jour sur ton vélo.
À partir du moment où j'étais en Asie centrale, c'était devenu de l'ultra distance, quoi. Je faisais très rarement 200 bornes. Et puis du coup voilà, je fais le lien avec cette deuxième journée. Ça c'était dans le Pamir. Pour remettre un peu je fais une petite aparté justement sur le dépassement de soi, mais le Pamir c'était vraiment la raison pour laquelle je faisais ce voyage. Et je m'étais déjà rendu compte à ce moment du trip que c'était vraiment quand je me dépassais que je me rappelais que je me rappelais du voyage, quoi. Ok. Comment? Non, ça s'était arrêté un petit moment, mais on a entendu. C'est bon. Ok. Et du coup, avant d'arriver dans le Pamir, je m'étais déjà mis en mode, ok, le Pamir, je vais rouler comme un taré. Parce que déjà que c'est sûr, ça va être un truc de fou, parce que c'est la deuxième route la plus haute du monde, etc. Je me suis dit, je vais vraiment rouler comme un dingue, comme ça, je vais me rappeler de tous les jours, quoi. Et puis je vais me dépasser tous les jours. Et du coup, au bout de, je crois que c'est la deuxième journée, troisième journée de Pamir. Là, j'ai fait, tu vois, les 2 premiers jours, j'avais déjà fait 3000 mètres de dénivelé positif. Le deuxième, j'ai fait 4500 mètres de dénivelé positif. Avec des distances de 200 bornes. C'est costaud. Et t'es pas sur du bitume, hein, t'es pas sur de l'asphalte, hein, c'était sur du gravel, voire pire que gravel, quoi, voire des gros trous, des gros cailloux. Et là, le troisième jour, pardon, je suis monté à 4300 mètres d'altitude et j'ai dormi dans une maison abandonnée à 4300 mètres d'altitude parce qu'il faisait nuit. Et puis que voilà, j'allais pas continuer de nuit alors qu'il faisait 0 degré et tout. Et niveau sac de couchage, tout ça a été à 4300 mètres, il faisait que 0 degré, il faisait pas moins? C'était la tombée de la nuit, hein. Je pense que pendant la nuit, c'est descendu à -5, -10, j'avais pas de thermomètre, mais ouais. Et là, journée de dingo. Enfin, vraiment, journée de fou. À la fin, j'avais une adrénaline de dingue parce que je voulais absolument arriver au sommet avant la nuit. Je suis arrivé au sommet au coucher du soleil. Ouais, ça devait être. J'avais pas croisé de voiture depuis je sais pas combien de kilomètres. J'étais vraiment seul au monde. Et puis j'ai eu la chance qu'il y ait cette maison abandonnée qui se présente, ce qui m'a permis de dormir à l'abri du vent, quoi. Et là, le soir même, j'ai mangé des cacahuètes, parce que j'avais toujours un petit sac de cacahuètes en mode si jamais c'est l'extrême survie et que je trouve pas de restaurant, j'aurai toujours 500 grammes de cacahuètes, tu vois. Ouais. J'avais aussi un bout de pain et du coup cacahuètes le soir et bout de pain au petit-déj. Voilà, et du coup je suis reparti de là. De quoi rester sec pendant un petit moment. Exactement. Du coup je pense que c'est un peu cette journée-là. Après des journées jolies, enfin des belles journées, il y en a eu plein, tu vois. Mais si je devrais en retenir une, ce serait peut-être celle-là. Ouais. En même temps, j'imagine que sur à peu près environ 4, 5, 6 mois, je ne sais plus, à vélo, t'as fait 4 mois, ouais. 4 mois, ouais. Tu as dû en avoir des journées sympas. Exactement, ouais. Alors, du coup, la question suivante, c'était est-ce que tu étais un adepte du vélo? Tu as déjà répondu. Donc, en fait, là, on va passer sur niveau blessure, genou. Tu disais que tu avais eu mal au genou au tout début, ça? Ouais, écoute, comme je te disais, je faisais pas de vélo et je suis arrivé, du coup, en fait, c'est ça. Le premier jour, j'ai fait 60 km parce que, pour juste histoire, en gros, j'ai fait un déjeuner avec ma famille le samedi et je suis parti après le déjeuner et là, j'ai fait que 60 bornes juste histoire de partir de la ville et puis de pouvoir dormir dans la campagne tranquillou. La première vraie journée, j'ai fait 110 bornes, 120 bornes. Et dès le soir, tu vois, c'était la première vraie journée de vélo. Dès le premier soir, quoi, j'avais déjà hyper mal, quoi. Et j'étais là, c'est vraiment, ça va être compliqué, quoi. C'était le premier jour du trip, je comptais aller jusqu'à Pékin. J'étais là, ça va être dur. Ouais, j'imagine. Il me reste quelques milliers de kilomètres. Ouais, j'avais 100 bornes sur 15 000. Du coup, j'étais là, ok, est-ce que je vais y arriver, en fait? Ouais. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Du coup, pour remettre un petit peu, vu que tu me parles de blessures, je vais donner tous les détails. En gros, j'ai des problèmes au genou. À mon genou droit, j'ai le cartilage sous la rotule qui est fissuré. Et dans mon genou gauche, j'ai le ménisque qui est fissuré. Et en gros, j'avais fait du ski à Noël juste avant. Et j'avais hyper mal à l'un des deux genoux au point de... J'étais là, si je pars comme ça va pas le faire. Du coup, on m'a fait des infiltrations de PRP juste avant de partir. Et du coup, j'étais là, mais en fait, ça se trouve, j'ai juste pas du tout la capacité physique pour faire ce voyage. Et du coup, j'avais vraiment très peur.
Du coup, après, bon, bah, je pense que la première journée où j'ai pas eu mal au genou, entre le départ et la première journée où j'ai pas eu mal au genou, c'était en Croatie au bout de 2 semaines. Tu vois. Ouais. Du coup, j'ai eu mal au genou tous les jours et c'est allé crescendo. Hein. Jusqu'à Munich, c'est allé crescendo. Ouais. Et de Munich jusqu'à la fin de la traversée des Alpes, c'était limite intenable parce que je pouvais plus plier ma jambe. Et comme je t'ai dit, j'ai dormi chez un ami à Munich, mais il y a un moment, fallait bien que je continue, quoi. Du coup, je continuais et je devais rouler avec ma jambe. Moi, je devais rouler avec mon talon sur la pédale afin de faire en sorte que ma jambe se plie le minimum possible. Et là, quand j'y repense, c'était vraiment de la souffrance, quoi. C'était un petit peu extrême. Mais bon, au final, c'est allé mieux. Et en fait, on m'avait expliqué que voilà, au début, tes genoux, ils n'étaient pas adaptés, que tes muscles, ils pouvaient se réparer plus rapidement, mais que les ligaments, ça prend du temps. Et du coup, pour moi, ça a pris 2 semaines et demie, tu vois. D'accord. Et après, dans le voyage, t'as pas eu de douleur à un autre moment ça s'est habitué, puis jusqu'à la fin, t'as été, on va dire, cool là-dessus, quoi. Ouais, et après les genoux, vraiment, j'ai plus aucun souci. Et non, et une autre douleur que j'ai eu, du coup, non, vraiment aucune douleur jusqu'à la fin. Et 2 jours avant ma tentative de passer la frontière russe, du coup, c'est-à-dire les 3 derniers jours du voyage, parce que bah voilà, on pourra en reparler, mais je me suis fait refuser la frontière russe. Et bah j'ai commencé à avoir une douleur sur le côté de la cuisse droite. Et j'avais peur parce que là, je m'engageais à faire 6000 bornes en 30 jours. Du coup, je m'engageais vraiment à envoyer du gros pâté sur la fin du trip. Ouais. Et je pouvais pas me permettre d'avoir mal, quoi. Et bon, bah, en l'occurrence, le voyage s'est arrêté. Du coup, la blessure, j'ai plus eu mal parce qu'après, j'ai arrêté de faire j'ai pas fait de vélo pendant un mois après. Quoique non, en fait, pas du tout. Enfin, bref, la blessure, j'ai plus ressenti cette blessure. Ouais, après mais j'avais que t'étais parti un peu en Bretagne, c'est ça? Ouais, après, j'avais continué à faire du vélo, bizarrement. Tu t'es dit, ah, j'en ai pas fait assez, je crois. Exactement. Mais du coup, petite blessure sur le côté de la cuisse, mais rien de, enfin, tu vois, ça m'a pas dérangé parce que 3 jours plus tard, le trip s'arrêtait à cause du refus de passage de frontière en Russie. D'accord. Oui, donc au final, oui, donc ouais, les Russes ne t'ont pas laissé passer sur la toute fin. Tu mettras des photos, un peu des lieux, tout ça aussi, pour qu'on puisse un peu mettre des images Bien sûr, sur ouais, tout carrément, ça. carrément. Je te laisserai envoyer ça et puis voilà. Euh, alors, question un peu franchouillarde. Ce qui t'a le plus manqué de la France pendant le voyage? De la France, je pense rien. Enfin, j'ai beaucoup vécu à l'étranger et j'ai vécu en particulier un an. J'ai fait une année à l'étranger pendant mon cursus de bachelor en Angleterre. Ouais. Et à la fin de cette année, j'avais passé un an en dehors de la France. J'avais passé 6 mois à Rio et 6 mois à Hong Kong. Ouais. Et à la fin de cette année-là, bizarrement, j'étais vraiment là en mode ouais, j'ai vraiment envie de. Je sais plus qui m'avait manqué cette année-là, mais je pense le classique du pain et du fromage, tu vois, juste une bonne baguette. Ouais. Mais sinon, normalement, enfin, tu vois, ouais, c'est souvent le pain qui revient. Enfin, moi, je sais pas, quand je suis à l'étranger, je trouve que le pain, je me dis waouh, c'est pas pareil. Et au Kirghizistan, figure-toi, il y a du très très bon pain. Et en Iran aussi, il y a un pain, mais incroyable. Ah ouais. Du coup, niveau nourriture, tu vois, niveau bouffe, franchement, bizarrement, il y a rien qui m'a manqué, alors que j'ai vraiment, tu vois, il y a des soirs, je mangeais des cacahuètes, quoi. Ouais. Mais en vrai, il y a rien, franchement, rien n'a manqué. La seule vraie difficulté que j'ai rencontrée et qui me manquait, en fait, c'était pas forcément français, mais juste une langue que je parlais, quoi. Ouais. Tu vois, niveau communication, je pense que c'est ça qui est le plus difficile, en fait. Enfin, le plus difficile, il y a plein de trucs qui ont été compliqués, mais genre le défi mental, etc. Mais ouais, ne pas pouvoir communiquer avec les gens, ça c'est quand même un peu compliqué parfois, quoi. Ouais, et puis très fatigant, mais c'est de te faire comprendre avec des gestes, etc. C'est fatigant, quoi. Ouais, psychologiquement, mentalement, c'est dur. C'est dur. D'ailleurs, au niveau mental, tiens, c'est une petite transition. Est-ce que tu t'es posé beaucoup de questions
C'est-à-dire que, je sais pas, quand tu vas te promener, quand tu fais un truc à vélo, en général, tu sais, tu réfléchis à quelque chose, mais sur 4 mois à vélo, j'imagine qu'il y a des moments où tu as réussi à te mettre sur off. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, mais est-ce que, est-ce que vraiment je suis en train de faire le bon truc, dans quoi je me lance, ou vraiment tu t'es Ouais, mis la ouais. tête dans le guidon Bah en fait quand tu commences à avoir des en fait quand tu commences à te poser des questions, ça c'est ma vision des choses, hein. C'est comme ça que je l'ai moi personnellement vécu, hein. Chacun ça le vit de sa manière. Ouais. Mais moi c'était vraiment dès que je commençais à me poser des questions, c'est que là que je commençais à douter quoi, tu commences à douter, enfin c'est là que tu commences à avoir des difficultés, tu commences à douter, tu commences à te poser des questions et c'est là que ça commence à pas aller en fait. Hmm. En fait l'idéal c'est quand tu es dans ta tête, que tu pédales et que tu ne penses plus à rien. Ouais. Et là, tu peux vraiment rouler des heures et des heures et des heures, quoi, et tu ne vois plus le temps passer. Et tu contemples le paysage, quoi, à la limite. Hmm. Mais dès que tu commences à avoir un paysage qui commence à être un petit peu redondant, qu'il suffit allez, une petite brise de face, le pire qui puisse t'arriver, de la pluie ou quoi, là ouais, là c'est sûr que tu vas commencer un peu à te poser des questions et à te dire en fait qu'est-ce que je fais là. Ouais. Et c'est là que la force mentale rentre en jeu, quoi. Et c'est là que voilà, c'est là que tu fais la différence, on dit, disons. Mais et dans ces moments-là, ouais, bah qu'est-ce que tu te demandes pourquoi tu fais ça, quoi. Mais le soir, enfin, tu vois, c'est une question plus large sur le dépassement de soi, quoi. Hmm. Et le défi mental. Mais mais non, mais les questions que je me posais, bah non, si, tu penses à ta famille, tu penses à tes amis, tu penses à quoi d'autre, tu penses à plein de trucs, hein, tu penses aux gens que t'as rencontrés la veille, et puis parfois tu penses à tout le temps la même chose. Moi, il y a quand même une scène que je me suis fait dans ma tête, c'était le jour où j'allais rentrer en France, et le jour où j'allais arriver au Panthéon, et retrouver ma famille, tu vois, et mes amis. Hmm. Cette scène, je pense que je me la suis imaginée dans ma tête presque tous les jours à partir du dernier mois et demi, quoi. Hmm. Et puis évidemment, ça s'est pas du tout passé comme Ouais, comme j'avais imaginé. naturellement. Ok, d'accord. Et du coup, bah, tiens, tu parlais des gens que tu as rencontrés la veille, tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a un pays qui t'a paru être beaucoup plus accueillant qu'un autre vis-à-vis des gens que tu rencontrais là-bas ou un pays moins accueillant, je sais pas. Ouais, bah je pense que déjà les gens ils ont été accueillants partout. J'ai jamais fait de mauvaises rencontres, vraiment jamais. D'accord. J'ai pas eu de problème et en fait t'es tellement vulnérable. Enfin tu vois bon au début j'avais une tente mais j'avais quand même pas j'avais pas beaucoup d'affaires quoi. À la fin j'avais rien quoi. J'avais littéralement de quoi me changer le soir et un sac de couchage et un tapis de sol quoi. Hmm. Et une seule tenue de vélo. J'avais un seul cuissard tu vois. Et en gros, bah du coup, tu dépends vraiment de la gentillesse des gens parce que et puis si tu commences à avoir des cons, tu vas vraiment passer un mauvais voyage. Hein. Et en gros, tu vois, je me suis fait héberger par un certain Daniel qui a été adorable et qui m'a suivi après pendant tout mon voyage. Dès Nancy, le mec il habitait juste après Nancy, il m'a hébergé. Je me suis fait héberger en Allemagne, je pense que je me suis fait héberger presque dans tous les pays. Hmm. Mais les zones où les gens étaient particulièrement accueillants, de mon expérience, hein, c'est dans les zones, c'est les peuples qui n'ont pas de pays. Et là, je peux parler du Kurdistan, tu vois, le Kurdistan, les Kurdes qui sont entre l'Irak, la Turquie et l'Iran. D'accord. Quand j'étais dans la zone kurde de la Turquie, là, c'est simple, c'est 4 jours consécutifs chez l'habitant, quoi. Et tous les soirs, je dormais chez des mecs. Hmm. Et puis là, t'inquiète pas, ils vont t'accueillir à bras ouverts et ils vont te donner tout ce dont tu as besoin, quoi. Ouais, ils aiment. Ouais, des dates, du thé. Après, tu passes la nuit aux toilettes. Enfin, Ouais, je vois. et puis un lit dans le salon. Enfin, vraiment, mais vraiment royal, quoi. Petit déjeuner au lit, j'ai eu moi. C'est pas le truc de dingue, quoi. Ouais. Et voilà, Kurdistan et autre région, c'est le Karalpakistan. Je crois que je le prononce mal, c'est pas exactement comme ça que ça se prononce. Mais c'est un peuple qui n'a pas de pays à eux, en Asie centrale, entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Et là, pareil, là vraiment, j'arrivais dans un village, j'avais même pas le temps de poser le pied par terre, il y avait un mec qui venait me voir et qui me demandait où est-ce que j'allais, et puis si je savais pas où j'allais, il me disait, bah tu sais quoi, viens chez moi. Ouais. Ok. Ouais, donc plutôt des bonnes rencontres
Donc, Ouais. c'est marrant, Et puis, j'ai encore chez les plein peuples qui d'exemples, n'ont hein. pas de pays. Ouais, mais j'ai encore plein d'exemples. Bon, ça, c'est peut-être un peu... mais tu vois, ces deux zones, entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, il y a les... J'ai oublié le nom exact. Et les Kurdes, ces deux zones, tu vois, j'ai fait enfin, tu vois, j'ai remarqué ça. C'était, tu vois, les Kurdes, ils ont pas de pays, bref, c'était trop sympa. Et après, plein d'autres endroits. Franchement, les Kazakhs, ils étaient incroyables. Les Turcs, ils étaient incroyables. Mais c'est difficile de faire un ranking des pays Ouais. de sympathie, quoi. Franchement, tout le monde est gentil. Franchement, en général, tout le monde est Ouais. gentil. Je parle pas de l'Iran, mais en Iran, je me suis fait héberger pendant 3 jours chez quelqu'un. Dans la route du Pamir au Tadjikistan, pareil, 5 jours consécutifs à dormir chez des gars. Il y a vraiment, ouais, non, vraiment, les gens sont trop sympas. D'accord. Donc pas du tout de mauvaises rencontres. Il n'y a pas de moment où tu t'es dit, putain, là j'ai eu chaud. Jamais, t'as jamais eu un moment où tu t'es dit, j'ai eu chaud. Bon, bah, c'est bénéf, tant mieux. Non, parce que comme tu le dis, on peut se sentir vachement vulnérable à dormir enfin, à partir avec presque rien en fait, à l'autre bout du monde. Donc, Ouais. ouais, non, c'est intéressant de savoir ça, quoi. Et d'ailleurs, parenthèse, je crois que tu avais eu, j'avais suivi un peu dans les stories, t'avais pas eu une galère avec genre un matelas que tu avais acheté au vieux campeur qui Si, avait ouais. lâché rapidement ou un truc comme ça? Néo, Thermarest, je crois que c'est une marque irlandaise qui font des matelas garantis à vie. J'avais acheté ça 180 balles quand même. Ouais. Et en gros, je l'avais trop gonflé et le truc, il avait commencé à des espèces de lignes le long du matelas qui permettent au matelas de rester plat. Du coup, il était hyper gondolé, quoi. Et à l'avant, j'avais genre un oreiller naturel. Au début, c'était que sur ma tête, ça me dérangeait pas. Puis ça a commencé à redescendre au niveau de mes épaules et de mon ventre. Du coup, je dormais sur une espèce de bulle d'air. Enfin bref, le matelas était inutilisable. Et puis hyper gentiment, mon père m'en a ramené un. J'ai mon père et mon frère qui sont venus me voir à Istanbul. Et il comptait s'acheter un matelas, et vu qu'ils sont garantis à vie, il a pris le mien, qu'il a renvoyé au vieux campeur, pour qu'on lui en renvoie un nouveau, et il m'en a donné un autre, et du coup, voilà, problème Donc résolu. ça l'a fait, Ça m'a bien sauvé. ça l'a fait, ça l'a fait nickel. Alors, alors, du coup, en dehors de la tente, qu'est-ce que t'as pris avec toi qui t'a absolument pas servi? La tente, elle m'a servi quand même, hein. Au début, je suis parti début février, enfin même le 31 janvier. Je peux t'assurer Au que début, ça sert. je pense qu'en fait, c'est la phrase là, je l'ai écoutée dans un truc. Bon, je suis pas un philosophe, hein, mais les gens, il y a qui a dit ça, mais les gens, ils emportent dans leur sac leur peur. Et en fait, moi, j'ai pris ma tente parce que j'avais peur, enfin, clairement. J'avais peur enfin, en fait, je n'avais jamais fait de vélo, je connaissais pas ce que ça représentait. Mais tous les mecs qui font de l'ultra-distance, quand t'es tellement fatigué, tu dors n'importe où, tu t'en fous, mais totalement de où est-ce que tu vas dormir. Tu dors dans le hangar, tu dors à la belle étoile, il pleut un peu, t'es tellement mort, tu te réveilles même pas, quoi. Bon, ça sert à rien de faire un truc aussi extrême, hein, mais moi, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Et je pense que ma tente, je l'ai utilisée au début, elle m'a servi, mais avec le recul, aujourd'hui, je partirais dès le début du temps, même si c'est plein hiver, quoi. Parce qu'en fait, en France, déjà, tu peux dormir chez les gens, et puis si tu dors pas chez eux, tu lui dis, attends, je vois que t'as un hangar vide là, est-ce que ça te dérange pas si je dors à l'intérieur, quoi. Du coup, en fait, c'est ce que je faisais à la fin, je dormais dans des abribus. Bon, j'ai dormi dans des endroits vraiment, vraiment pas confortables. Enfin, mais bon, ça me faisait marrer. Enfin, sur le coup, je dormis dans la poussière au milieu des chiens dans une ville. Enfin, franchement, c'était un petit peu extrême. Mais non, pour répondre à ta question, je me suis servi de tout, même de ma tente. Mais il y avait des affaires je m'en servais, mais elles n'étaient pas obligatoires, tu vois. Ouais. Du coup, je les ai renvoyées. Tu vois, au début, j'avais 2 t-shirts à manches courtes, un t-shirt à manches longues, et 2 t-shirts à manches courtes. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, un seul, ça suffit. Alors que les deux, je m'en servais des deux. Je me suis dit, un seul, ça suffit. Du coup, voilà. D'accord. Mais j'ai fait une petite vidéo que j'ai publiée sur mon compte Instagram avec ce que j'avais dans mes sacoches. Et je l'ai littéralement pris le vélo à l'arrivée. Et je l'ai vidé devant la caméra en montrant tout ce que j'avais. Et je crois qu'à la fin, il y avait vraiment tous les trucs que j'avais me servaient, quoi. D'accord. Il n'y avait pas un truc qui était superflu. Bon, tant mieux, c'est-à-dire que tu étais quand même dans un minimalisme assez aigu pour que tout te serve, quoi. Est-ce que tu as gardé contact avec des gens que tu as rencontrés en chemin ou pas du tout? Ouais, le fameux Daniel dont je te parle, là, le gars, on a parlé pendant tout le voyage.
Bon, évidemment, quand je suis rentré à Paris, à Nouvelle, du coup, on a un peu moins parlé. Et un autre mec une autre rencontre de dingue. En fait, tu vois, tu fais des rencontres tous les soirs, mais les rencontres, c'est un peu éphémère, tu vois. T'arrives le soir, tu sais que tu vas repartir le lendemain, tu passes un temps unique avec tous les gens que tu rencontres. Mais c'est quand tu passes plus de temps avec les gens qu'en fait tu lis des vrais liens. Et du coup, je dirais que bon, Daniel, même si j'ai passé une seule soirée avec lui, bon, c'était quand même une rencontre assez particulière. Après, il y a eu 2 mecs dans les Alpes, Simon et David. Vraiment les gars, mais là c'est pareil. Je venais de finir à traverser des Alpes en hiver. J'avais un mal de chien au genou. Enfin, vraiment, j'avais dormi 2 nuits de suite. Il faisait moins 15 degrés dans des maisons abandonnées. J'avais eu les pieds gelés pendant des matinées entières. Enfin, vraiment, c'était dur, quoi. Ouais. Et quand j'ai dormi chez eux, ça marquait la fin de la traversée des Alpes et le début de la mer Adriatique. Et j'ai passé 3 jours chez eux pour reprendre du poil de la bête, quoi. J'étais vraiment, vraiment fatigué. J'avais encore mal aux genoux. Et c'est en quittant leur maison que voilà, physiquement, j'allais mieux. J'avais plus mal aux genoux. Ouais. Et les gars, ils étaient trop sympas, quoi. Dès le premier soir, on se marrait. Ça fait, tu vois, le rire, en fait, c'est un truc vraiment, ça manque, tu vois. Tu me demandais qu'est-ce qui te manquait en termes de trucs franchouillards. Ouais. En fait, rire, c'est un truc, tu ris qu'avec les gens avec qui tu communiques bien, tu vois. Ouais. Bah, eux, je me suis marré dès les premières minutes que je les ai vus, tu vois. Ouais. Et du coup, on a vraiment gardé un lien. Bon, c'est pas pour autant qu'on s'échange des messages tous les jours, mais je serais prêt à aller en Autriche pour les revoir, quoi. Enfin, vraiment, les mecs trop sympas. Ils faisaient plein de montagnes, du coup, on a vraiment bien matché. Et après, bon, je pourrais en citer plein d'autres, hein. Mais une autre rencontre assez dingue, c'est à la toute fin de mon voyage, un mec qui s'appelle Amiran, dans la ville de Semey, à la frontière avec le Kazakhstan. D'accord. Le mec m'a sauvé. Il m'a sauvé parce que voilà, c'était un moment un peu dur du voyage, parce que bah c'était la fin du voyage et du coup j'étais un peu là, qu'est-ce que je vais faire, j'étais un peu démoralisé, quoi. Ouais, bah oui. Et j'ai passé en tout 5 jours avec lui et il parlait super bien anglais. Ça faisait super longtemps que j'avais pas aussi bien communiqué avec quelqu'un. Et lui je lui parle encore, ouais. Lui je lui parle encore. Et lui vraiment rencontre de fou. Je pourrais te détailler comment est-ce que je l'ai rencontré, c'est assez marrant. Bah tu peux hein. Tu peux détailler. En gros, le gars, j'ai croisé aucun cycliste en 12 000 km. Aucun. J'ai croisé des mecs qui étaient à côté de Trieste, qui remontaient les Alpes. Moi, je sortais des Alpes. Ils allaient faire la traversée des Alpes en ski de randonnée et vélo. Comptaient faire un périple à palier ski et vélo. Et après, j'ai croisé aucun cycliste jusqu'au Kazakhstan à la toute fin du voyage. J'ai croisé 2 mecs qui faisaient le tour du Kazakhstan en vélo. Et ils avaient pas mal de followers sur Instagram. Ils ont mis une photo de moi que j'ai repartagée dans mes stories. Et ce fameux Amiran a vu la photo et il s'est dit, allez, tu sais quoi, je sais même pas où il est, ce fameux Paul là. Enfin, du coup, il savait même pas où j'étais. Il a pris son vélo, il a pris la route, il s'est dit, je vais aller le chercher. Il demandait aux mecs sur le bord de la route s'ils n'avaient pas vu un cycliste. Et les camionneurs lui disaient, ouais, on a vu un cycliste, il est là, il est pas loin, quoi. Un grand fou, le mec. Un grand malade. Le mec, il est parti à ma rencontre et à un moment, moi, j'étais en train de douiller comme un malade, en train de je pense que c'est la fois où j'ai eu le plus de vent de face en une même journée. Il devait y avoir 30, enfin c'était, je sais pas combien de kilomètres il y avait, je faisais limite du surplace et je comptais m'arrêter dans le prochain resto tellement que j'en pouvais plus, tu vois. Et là, je croise ce mec qui arrive dans le sens inverse, il vient me voir, il me fait je te cherchais. Je fais, mais attends, je connais pas grand monde, moi, à côté de Semey ou Kazakhstan. Et le mec me raconte ça, il m'explique ce que je viens de t'expliquer. Et là, je me dis, mais t'es un chef, quoi. T'es vraiment une légende. Et le mec, il m'a dit, bah, tu veux, je rentre à Semey, qui était l'objectif final, et il y avait encore au moins 80 km avec un vent de face. Et moi, je te dis, j'en pouvais plus, je voulais m'arrêter. Et il me dit, mais si tu viens avec moi, je lui dis, ah non, moi, je peux pas m'arrêter, là, j'en peux plus. Et il me dit, mais si tu viens avec moi, tu dors chez moi et tout, pas de problème. Du coup, le mec, en plus de m'avoir hébergé, d'être allé à ma rencontre, etc., il a fait la trace dans le vent. Moi, je peux t'assurer que je me collais derrière son dos, bah, pour rouler plus vite, quoi, pour moins me dépenser. Bien sûr. Et puis voilà. Et puis le soir, on est arrivé à 1h du mat à Semey, tu vois. On est allé boire des bières jusqu'à genre 4h du mat. Ouais. Et tout de suite, on a trop bien matché. Et le mec, tu vois, j'ai dormi chez lui.
Bon, moi, genre vraiment bêtement, je me disais qu'il allait avoir sa chambre. Enfin, tu vois, je sais pas pourquoi. Je m'étais rien dit, mais je m'étais dit qu'on allait dormir dans sa chambre. Pas du tout. On vivait dans un studio, enfin, il vivait dans un T2, tu vois. Sa mère dans une des pièces, et sa sœur et son frère dans une des autres pièces. Et lui, il vivait dans le salon, et on dormait tous les deux sur un canapé, tu vois. Et le petit matin, il y avait sa mère qui se maquillait dans le salon, et moi, je dormais là, enfin, assez dormi. Ouais, c'est. Après, tu Assez relativises un dormi. peu sur tout, en fait. Tu te dis, Exactement. il y en a qui n'ont pas du tout les mêmes conditions de vie. Puis après, voilà, pour finir cette histoire, il m'a accompagné jusqu'à la frontière le lendemain. Je me suis fait refuser à la frontière et je suis retourné chez lui. Je suis retourné chez lui en même temps que je me suis fait refuser à la frontière russe. Puis j'ai passé 2 jours chez lui. Puis là, en 2 jours, voilà, j'étais avec quelqu'un, quoi. C'était beaucoup plus facile que d'être tout seul Bah ouais, ouais, c'est un peu à me le morfondre. côté un peu pouvoir des réseaux sociaux dans le sens où, je dirais, le gars, il t'a trouvé. Enfin, c'est improbable, quoi. C'est complètement improbable. Exactement. C'est complètement improbable. Exactement. Euh, Penses-tu, si la situation te permet un jour de finir, c'est-à-dire d'y retourner, faire le petit passage que t'as pas fait, le petit hein, de 6000 km, si j'ai bien compris, pour aller jusqu'à Pékin? Ouais. Au début, j'étais 100% committed pour le faire. Et là, en fait, je trouve que bon, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'aime bien triste. Enfin, c'est un peu un état d'esprit bizarre. Enfin, moi, mon état d'esprit, en tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. J'aime bien tracer des belles lignes, quoi. C'est un peu, enfin, j'aime beaucoup la voile aussi. Et les gens, quand ils regardent la carte, ils disent, il a fait une belle trace, quoi. Ouais, Un peu comme en montagne, les mecs, tu vois, il a fait une belle trace droite, directe. Et là, c'était un petit peu la même chose en mode, tu fais une trace tout droit, tu vas jusqu'au bout. Et revenir là-bas, le refaire, reprendre un avion, etc. Bon, c'est un truc que je pense que je ferais. Mais à la limite, tu vois, si je repars pour un long voyage, pourquoi pas prendre un avion pour Saint-Pétersbourg et me faire toute la Russie d'un coup, tu vois. ouais, Pour refaire un truc un peu comme ça, un truc direct d'un point A à un point B. Du coup, je pense que, ouais, si j'ai le temps, bien sûr, mais je pense que là, avec le recul, en étant rentré en France, etc., j'ai d'autres projets, enfin, j'ai d'autres projets qui, je pense, sont un peu plus, voilà, que je mets en priorité, disons. ouais. Dont, par exemple, j'adorais aller en Afrique. Et j'adorais traverser l'Afrique. Ça, c'est un projet que je dis comme ça. Hein. Je sais même pas si je vais le faire, il faut trouver le temps. Ouais, ouais, Moi, en l'occurrence, quand je suis parti l'année dernière, c'était parfait. Je vais acheter mon boulot. J'avais rien qui me retenait chez moi, quoi. Hmm. Ça se trouve, dans 6 mois, dans un an, ce sera pas le même, ce sera pas la même chose. Ok, ok. Ouais, j'ai encore deux petites questions. Avec ce voyage, j'imagine que t'as fait énormément de rencontres et tout. Je dirais un ou plusieurs enseignements. Un. Excuse-moi, j'ai plus beaucoup de batterie, 2 secondes. Ouais. C'est chargant comme ça. Ouais, dis-moi. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est des problèmes techniques, c'est normal. Euh, je disais, ouais, est-ce que bah, t'as un enseignement, voire plusieurs, où tu te dis, en fait, où t'as vraiment un avant-après ce voyage, quand t'es revenu à ta vie un peu qu'on peut dire normale, hein, parce que bon, c'est une exception. Ouais, ouais. Bah écoute, bon déjà moi, personnellement, j'ai découvert des trucs sur moi. Je pense, me pensais pas capable de. Je me suis découvert des capacités physiques en fait. Hmm. J'avais jamais fait d'ultra distance comme ça, ni en course à pied, ni en rien, parce que j'ai les genoux défoncés. Du coup, ça c'est vraiment un truc que j'ai découvert. Et après, si je peux donner un conseil, ce serait ouais, vraiment l'enseignement que je retire, c'est vraiment déjà le vélo, c'est un meilleur moyen de transport, de voyage. Ouais, C'est le meilleur moyen de rencontrer les gens. C'est la vraie aventure. Et puis un autre conseil, c'est n'ayez pas peur et allez-y foncez quoi. Tout le monde est trop gentil quoi. Tout le monde est trop gentil. Ouais, ouais c'est ça. Franchement, faut pas avoir peur d'y aller quoi. Si t'as envie de faire un truc, bon évidemment il faut qu'il y ait les bonnes circonstances. Et ça, tu peux pas parfois pas y faire grand chose, tu vois, d'un point de vue de ton boulot, ouais. même d'un point de vue financier, tu vois, si t'as pas assez d'argent ou quoi. Ouais, par jour, Mais non, faut vraiment pas avoir peur. Il faut y aller. par jour, si j'avais pas pensé ça, mais par jour, une journée type, ça te revenait à combien en euros à peu près? Parce que. Bah, pas, enfin, tu vois, j'ai rencontré des mecs, je pensais ne pas beaucoup dépenser parce que je dormais vraiment n'importe comment.
dans la rue, ou si c'était pas dans la rue, c'était chez des gens. Et de temps en temps, quand même, je me payais des auberges quand j'étais dans des villes. Et un jour, j'ai rencontré 2 Russes qui venaient d'arriver de la Russie. C'était tout à la fin du trip. Ils venaient de passer 1 mois au Kazakhstan. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais ils m'avaient dit un truc, ils dépensaient mais 1/10 de ce que je dépensais. Mais aussi la raison, c'est que moi, je pouvais pas me permettre tu vois, j'allais au resto, j'allais au resto le midi, j'allais au resto le soir. Et puis avec le pouvoir d'achat que t'as en France, voilà, le resto au Kazakhstan, il coûte pas grand chose, quoi. Ouais. Du coup, d'un point de vue, si tu veux des chiffres, ça m'a coûté 2000 euros en 4 mois, 500 euros par mois. Tu vois, je connais des gens qui voyagent avec beaucoup, beaucoup moins. Oui. Même si c'est pas énorme. Hein. Oui, non, bah c'est sûr, mais non, mais bon, ça donne une échelle, quand même. Non, Ouais. franchement, c'est pas mal. Dernière question un peu marrante. Pour faire ce voyage-là, pour faire un voyage comme ça, est-ce qu'il faut être célibataire? Bah ouais, c'est un truc que j'ai pas mentionné, mais j'avais pas de meuf non plus, tu vois. D'accord. On va dire que ça aide. Quand je te disais les circonstances, quand je disais les circonstances qui ont fait que voilà, il y avait rien qui me retenait, c'était une des raisons aussi. Après, je pense pas du tout que ce soit obligé. Enfin, c'est juste que moi, ça a été plus facile pour moi, tu vois. Ouais. Bon, déjà, tu peux partir avec ta meuf. Et après, c'est un autre type de voyage. Hein. Tu vas rouler, tu vois. Moi, à refaire, tu vois, je partirais. Les gens me disent, si tu dois le refaire le voyage, est-ce que tu partirais tout seul? 100%, je partirais tout seul. Ouais. Il y a plein de gens qui me disent, mais t'es fou et tout, mais moi, tu vois, je roulais à mon rythme. Si je voulais me mettre une énorme charge et me faire 300 bornes et 4000 de dénivelé, bah, je le faisais, tu vois. Ouais. Si un soir, t'es fatigué, bah. Voilà. Du coup, c'est un autre voyage que tu parles avec ta nana, c'est sûr. Mais bon, il y a aussi plein d'aspects positifs. Hein. Il n'y a pas que des aspects. Enfin, tu vois, il faut c'est pas la même chose. Mais tu vois, je peux te donner un contre-exemple. Je connais 2 personnes, 2 potes qui sont partis presque au même moment que moi. 2 potes de Lyon, comme je te disais, je viens de Lyon. 2 potes du collège qui sont partis à 2. Il y en avait un des 2, il avait une nana. Et un autre mec de Lyon que je connaissais pas, que j'ai rencontré parce que c'était un ami d'amis. Et lui aussi, il avait une nana, tu vois. Et non, je pense que, attends, si tu te dis, j'ai une meuf, je peux pas partir, non, bien sûr que non. Non, ok, d'accord. Non, mais bon, c'était une question un peu amusante à te poser. Très bien, bah écoute, si t'as un dernier truc en tête à partager, moi j'ai posé mes petites questions, c'est bien passé. Bah écoute, non, hein, mais ouais, c'était la dernière question pour clôture que je trouvais pas mal, c'est est-ce que t'as un conseil à donner? C'est vraiment, faut pas avoir peur, il faut foncer, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Tête dans le guidon, quoi. Et puis les gens, en fait, souvent, ils me disent, mais t'as pas eu des problèmes? C'est littéralement la première question qu'on me pose, c'est est-ce que t'as eu des problèmes? Bon, des problèmes techniques, oui, des problèmes physiques, oui, mais des problèmes, les gens, ils parlent souvent de danger humain, quoi. Là, j'ai été dans des zones super chaudes, tu vois, j'ai frôlé l'Afghanistan, j'ai frôlé l'Irak, j'ai frôlé la Syrie, et c'est justement dans ces zones où j'ai été le plus accueilli et les gens étaient le plus sympas. Ouais. Du coup, vraiment, pas avoir peur. Ouais, c'est une question assez, je trouve assez légitime en soi, parce que alors moi j'ai lu pas mal de bouquins de Mike Horn qui fait, bon, pas que lui évidemment, mais qui disait justement, lui, dans ses expéditions, il trouvait que le plus dangereux, c'était l'humain. Quand il se retrouvait dans la nature, il se sentait jamais en danger, mais par contre, quand il se retrouvait avec des humains, c'était... Bon, après, il était peut-être pas passé dans les mêmes zones que toi, parce que lui, il était passé dans des trucs de... Oui, là, mais c'est clair, attends. Ça se trouve, enfin, tu vois, moi qui parlais d'aller en Afrique, là, pour le coup, c'est encore une autre histoire. Faut faire gaffe. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes pays. Faut faire attention, parce que voilà. Entre un pays en guerre et un pays qui n'est pas en guerre, c'est pas pareil. C'est clair. Voilà. Mais du coup, ok, bon, bah, en tout cas, du coup, toute la route de l'Asie, que du bonheur, entre guillemets, avec les gens, quoi. Exactement. Ouais, franchement, aucun problème, comme je te disais. Top. Bon, bah, merci beaucoup pour ton temps. Victor, avec plaisir. Trop bonne initiative, franchement, t'es le premier à me proposer ça et super content de partager mon expérience. Bah, c'est cool, non, en plus, c'est une super expérience, donc ça va être très cool, je pense. Trop bien, Victor. Bah écoute, merci.